Bonjour messieurs, dames. Bonjour à tous. Eh ben, bienvenue au musée. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Mais vous allez voir avec Gilles, ça va passer. Ça va être la douche froide. En tout cas, on est ravis d'accueillir aujourd'hui Gilles Rex. Certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, ont dû déjà assister à certaines de ses conférences au musée parce qu'il est réserviste chez nous et il fait des incroyables conférences sur la police technique et scientifique. Mais aujourd'hui, il est là dans un cadre un petit peu différent. En fait, il a sorti récemment un nouvel ouvrage qui s'appelle « Parmi les morts, les enquêtes de l'extraordinaire » que vous pouvez vous procurer au fond de la salle grâce à la librairie Marouani, que je remercie pour leur présence aussi. Et Gilles Rex était technicien de scène de crime et donc il a travaillé sur des identifications de victimes et notamment dans des catastrophes naturelles, des catastrophes criminelles et accidentelles où il y a dû avoir des identifications de victimes de masse. Donc voilà, c'est tout ça qu'il décrit dans son livre, c'est toutes ces années incroyables de carrière à l'identité judiciaire. Voilà, donc merci beaucoup encore Gilles d'avoir accepté notre invitation et bonne conférence. Merci. Merci Anaïs. Bonjour tout le monde alors, bienvenue sous ce soleil radieux parisien. Comme disait Anaïs, changer un petit peu de cap aujourd'hui pour vous parler de ces affaires un peu plus particulières qui concernent l'identification des victimes de catastrophes, toutes ces histoires dont je parle dans ce livre. Effectivement, d'habitude, je viens pour faire des conférences ici sur l'histoire de la police technique et scientifique avec une partie historique et puis une partie contemporaine. Qui sont ces personnels-là? Que font-ils? Quels moyens utilisent-ils? Mais donc, ce que je raconte aussi lors de ces conférences, j'en ai remis évidemment une bonne partie puisque les techniques restent les mêmes, même quand ça concerne les affaires dont nous allons parler. N'hésitez pas, dès que vous avez une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, j'espère que comme ça, de fil en aiguille, on va avancer. Donc, il n'y a pas de plan très précis, si vous voulez. Bon, je vais me présenter un peu plus, si vous voulez. Donc, moi, j'étais un ancien major de police. J'ai commencé ma carrière dans les années 80, au milieu des années 80. J'ai commencé dans un commissariat de police en banlieue parisienne sur les Hauts-de-Seine. Là, j'y suis resté une dizaine d'années. D'abord, j'étais gardien de la paix, donc je suis arrivé, j'ai fait la police secours du service général, ce qu'on appelle le service général, les sorties d'école, enfin tout ce qu'on peut faire dans un commissariat, les accidents de la route, les différends familiaux. Après, j'ai été détaché avec l'équipe des inspecteurs de police. À l'époque, ça s'appelait des inspecteurs de police. Ils sont devenus un peu plus tard des officiers de police aujourd'hui. Et là, j'ai appris la procédure. Donc, je faisais des enquêtes, je prenais des plaintes, des auditions, des interpellations. Et là, j'ai vu que c'était plutôt ce côté judiciaire du métier de policier qui m'intéressait. Et au bout de 10 ans, c'est bien tombé pour moi parce que en 1994, on ouvrait au niveau national toute cette partie police technique et scientifique pour aller chez les gens, chez tous les gens, pour s'occuper de tous les petits problèmes, entre guillemets, les délits qu'on n'allait pas faire, qu'on n'allait pas voir en d'autres temps. C'est-à-dire que les budgets étaient donnés, l'informatique arrivait et se développait, et les ministres de l'Intérieur de l'époque, d'abord Pierre Joxe jusqu'à Pasqua, donc on dit, non, maintenant on va créer une police de proximité, en police technique et scientifique, on va vous former, et vous irez dès le moindre cambriolage, traiter ce cambriolage. Dès le moindre vol à la roulotte, traiter ce vol à la roulotte. À l'époque, vous savez, il y avait encore des autoradios qu'on pouvait extraire. Et ça, on se les faisait voler très régulièrement. Donc ça, il fallait le faire. Avant, la police technique existait. Elle existe depuis Bertillon. Ça fait 140 ans qu'elle existe. Mais ils étaient moins nombreux. Le territoire était moins bien maillé. Et ils n'intervenaient prioritairement que sur des affaires criminelles ou des affaires très importantes, des braquages. Alors donc, déjà quand on parle d'affaires criminelles, si vous voulez, le grand public imagine c'est le crime de sang, le mort avec du sang. Quand on dit affaires criminelles, le crime, il y en a tout un tas de catégories. Un viol, c'est un crime. Attaquer une station-service avec une arme, c'est un crime. Fabriquer de la fausse monnaie, c'est un crime. Empêcher un train de circuler, c'est un crime. Et évidemment, tuer son voisin, parce que
il est passé, vous arrachez un pied de tomate, c'est aussi un crime. Il y a une hiérarchie, on peut dire, hein, finalement, presque dans le crime. Donc moi, en 94, vu mes origines limousines, j'ai été élevé dans une ferme du Limousin, et j'avais toujours à l'esprit un peu pisteur-traqueur, hein, quand on est enfant, élevé à la campagne, je suppose qu'il y en a dans cette salle, on aime bien voir s'occuper des animaux, les insectes, la végétation, les saisons qui passent, etc. Et moi, je savais faire ça, en fait, j'avais ce goût-là, et j'ai retrouvé énormément de choses de mon enfance dans ce métier de police technique et scientifique, où il fallait rechercher des traces de doigts, de pas, des fractions, parce que les auteurs étaient passés par là, il fallait qu'on les retrouve, il fallait qu'on remonte jusqu'à eux. Un peu plus tard, il fallait qu'on retrouve des traces d'insectes sur les cadavres pour essayer de dater la mort. Donc les insectes, je connaissais, des insectes à métamorphose. Donc il fallait qu'on essaye de voir des pollens, les diatomées, tout un tas de choses qu'on trouve dans la nature et que moi, ça me parlait énormément. Et maintenant aussi, il y a des techniques encore plus pointues. On retrouve des traces d'odeur sur différents objets, des armes qui ont servi, par exemple, à tuer d'autres personnes. Là, vous êtes assis depuis déjà très peu de temps. Chacun a laissé son odeur particulière sur les chaises où vous êtes là. Ouais, donc les odeurs dans la nature et depuis que le vivant existe, c'est un des premiers marqueurs de reconnaissance dans le monde vivant pour les humains, mais aussi pour les animaux et même pour les végétaux. Tout le monde a une odeur. Les roses, un arbre coupé a une odeur, les fleurs ont des odeurs, et ben les humains ont des odeurs. Chaque animal a son odeur. Ça sert à quoi? Eh bien, diffuser son odeur, laisser son odeur quelque part. Ça sert où, pour eux, les animaux bien sûr, à marquer leur territoire, à retrouver un partenaire sexuel pour vivre normalement. Pareil pour les fleurs, qui laissent traîner des odeurs pour attirer des insectes, pour polliniser, etc. Vous voyez, on retrouve dans la police et dans ce métier de police technique et scientifique tout un tas d'éléments du vivant qui, moi, m'intéressaient énormément. Donc, en 94, à partir du moment où ces ministres-là disent « il faut qu'on maille le territoire, il faut qu'on fasse ça », je suis volontaire pour le faire et je vais passer des entretiens, des tests. Et comme j'avais eu la chance déjà de faire une dizaine d'années dans un service d'enquête, ceux qui allaient être pris comme moi, on savait de quoi les enquêteurs avaient besoin en police technique et scientifique. Hein. On savait ce qu'ils voulaient et on savait aussi ce qu'ils ne voulaient pas. Pour nous, c'était un avantage. Donc j'ai été pris dans ce service-là et j'ai commencé à aller faire des cambriolages, prélever des traces, des indices, des prélèvements biologiques, des petites traces de sang, des cheveux qui traînaient, etc. Mais ça, on ne l'analysait pas chez nous. C'était un tout petit service sur le 92 dans la Nanterre. On n'analysait pas. On n'avait toujours pas le droit de faire des affaires criminelles, de se déplacer sur des scènes de crime. On a été formé un peu plus tard, technicien de scène de crime. On a été formé en tant que formateur aussi pour enseigner à nos collègues la manière de prendre les empreintes, de signaliser des gens. Et ça, c'est très important. Alors quand là, je dis signaliser des gens, ça, vous savez ce que ça veut dire, signaliser des gens? Signaliser quelqu'un, c'est tous les jours, aujourd'hui comme hier et comme demain, dans les services de police et de gendarmerie, il y a des gens qui sont gardés à vue, qui sont interpellés dans le cadre d'un crime ou d'un délit. Ils ont volé une voiture, ils roulent en état d'ivresse, ou alors ils ont commis un viol ou le braquage de la station-service. Ces gens-là sont en garde à vue. Et la procédure écrite, faite par un officier de police judiciaire, va consister à leur demander pourquoi ils ont fait ça, aller à leur domicile faire une perquisition et à les signaliser. Dans chaque service, on va signaliser tous les gardés à vue. On va prendre une photo, face profil, on va prendre le dessin de leurs doigts, les empreintes digitales. On va aussi prendre le dessin de leur paume, les empreintes palmaires. On va faire un signalement descriptif de la personne, la taille, les yeux, la couleur des yeux, des cheveux, des tatouages, des cicatrices, des amputations, tout ce qui peut faire reconnaître cette personne parmi une autre. Hein. Et bien sûr, un kit de prélèvement salivaire pour relever quoi? Bien sûr, l'ADN. Qui veut dire quoi, ADN?
Acide désoxyribonucléique. Et qu'on trouve où l'ADN? Partout. Partout. Dans chacune de nos cellules. Hein. L'ADN se trouve dans chacune de nos cellules. Imaginez-vous, c'est ce qu'on explique aux enfants quand ils viennent. On nous dit qu'on a 50 000 milliards de cellules qui composent notre corps. On en a environ 250 variétés différentes. Des plus molles, des plus longues, des plus dures. Les cellules qui composent mes cheveux sont pas les mêmes que celles qui composent ma peau, ou alors mes os, ou alors mon fluide corporel qui circule dans mes veines, ou alors etc. Donc 250 variétés. Mais elles sont toutes fabriquées pareil. En gros, la structure reste la même, comme un fruit, comme la pêche. Vous voyez la pêche? Il y a quoi autour? Une enveloppe, la peau. En dessous, une épaisseur de chair, bien sûr. Dans la cellule, c'est toutes les mitochondries. Au centre de la pêche, il y a quoi? Le noyau. Et si on casse le noyau, il y a quoi à l'intérieur? L'amande. L'amande, c'est ce qui va permettre, évidemment, à l'arbre de se redévelopper, de fleurir, d'avoir des fruits et de continuer sa génétique à lui. Eh bien, nous, c'est pareil. Dans chacune de nos cellules, il y a une membrane, une épaisseur de mitochondries, cette épaisseur de chair, un noyau. Et dans ce noyau, si on le casse, on va trouver, pas nous une amande, mais des petites pelotes de laine. C'est ce qu'on appelle des chromosomes. Hein. C'est des petites pelotes des chromosomes qui vont par deux. Et on a combien de paires de chromosomes? 23 paires de chromosomes. 22 pour tout le monde et une qui nous différencie si vous êtes un homme ou une femme. Là, je ne vous fais pas du tout un cours, hein, si vous voulez, de biologie ou d'empreinte digitale. Mais quand on va parler des affaires que je veux aborder avec vous, vous verrez que tout ça, une fois que ça sera clair dans votre esprit, ça va vous servir. On n'aura pas à y revenir, quoi, si vous voulez. Donc cet ADN, c'est très important. L'ADN, il existe chez les humains, chez les animaux, dans le monde végétal. Un chêne a un ADN, un artichaut a un ADN, un homme a un ADN, un chimpanzé a un ADN, une mouche aussi. Tout le monde. Hein. L'ADN de la banane et le nôtre a 50% de commun. L'ADN de la banane et le nôtre a 50% de commun. Est-ce qu'on a le meilleur de la banane, nous, dans notre ADN? C'est dans un quiz que je l'ai eu. Et j'ai vérifié, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Vous avez épluché une banane? Non, je suis allergique, donc j'ai vérifié. Nous vous croirons sur parole. Nous croyons Jocelyne sur parole. Donc, moi, je suis rentré en police technique et scientifique. Et en 2000, je suis venu sur ce qu'on appelait l'IJPP, l'identité judiciaire de la préfecture de police de Paris, là, pour participer aux affaires criminelles. Comme on était formé préalablement, qu'on savait à peu près tout faire, qu'on avait été formé à toutes les techniques, donc j'ai fait partie de cette permanence qui sortait sur les affaires criminelles. Et là, on a commencé à enchaîner des choses que moi j'avais envie de voir et de m'occuper. On a aussi été formé à cette technique d'identification de victimes de catastrophes. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est une cellule qui existe dans la police et dans la gendarmerie. Ces gens-là travaillent ensemble, les policiers et les gendarmes, dans des circonstances particulières. C'est-à-dire que cette cellule n'est déclenchée que dans les crises graves d'accidents, de crash d'avion, de déraillement de train, de tremblements de terre, de tsunamis ou d'attentats où il y a des victimes en masse. Donc ça, c'est pas tous les jours, et heureusement. Et la première affaire qu'on a pu faire avec ça, alors on a fait plusieurs affaires. La première, on a fait des crashs d'avion. Hein, il y avait le crash du Concorde qui s'est passé à Gonesse, ouais, c'est ça. Hein. Donc, et puis après, en 2000, le 26 décembre 2004, il y a eu le tsunami en Thaïlande. Donc là, nous sommes allés au tsunami en Thaïlande. Et alors, comment fonctionne une cellule d'identification de victimes de catastrophes? Donc, les policiers et les gendarmes, on prend ceux dont on a besoin, 10, 20, 30, 80, peu importe. Et on va faire deux groupes. Un groupe qui est dit antémortem, qui va être en contact avec les familles. Ces familles-là vont nous donner tous les renseignements utiles sur la personne qu'elles déclarent disparue. Et là, on va ouvrir un dossier. C'est des dossiers qu'on retrouve sur la page d'accueil d'Interpol, qui ont été développés plusieurs fois depuis le tsunami, justement. Et c'est-à-dire qu'ils sont traduits en plusieurs langues, arabe, anglais, espagnol, français, et on peut
les télécharger. Tous les pays du monde qui ont une police technique et scientifique peuvent les charger et rempliront ces formulaires de manière identique. C'est-à-dire que vous écriviez en français, en arabe ou en anglais ou espagnol, la case numéro 4 de la 3e feuille parle de la couleur des yeux. Et puis voilà, quoi. Et c'est pour tout le monde pareil. Et donc là, on sait où on se trouve. Ça, cette cellule antémortem est en contact avec les familles. Donc, les familles, on leur demande quoi? Envoyez-nous des photos de la personne que vous déclarez disparue. Envoyez-nous les adresses des médecins, des dentistes, pour qu'ils nous donnent les panoramiques dentaires qui ont été faits, les travaux qui ont été faits. Pourquoi? Parce que avec les empreintes digitales et l'ADN, l'odontologie est la 3e forme de preuve formelle identificatrice. D'accord? Donc on leur demande ça, on leur demande comment ils étaient vêtus, est-ce qu'ils avaient des bijoux, est-ce qu'il y avait des signes particuliers, un tatouage, une cicatrice, une opération, une amputation, une prothèse, un pacemaker, tout ce que vous voulez, et on récolte ça, et on se fabrique en contact avec les familles comme une banque d'ADN, une banque d'empreintes, une banque d'odontologie. De l'autre côté, il y a le second groupe qui va se rendre sur les lieux de la catastrophe. C'est le groupe dit post-mortem et qui va être chargé de faire le relevage des corps ou des parties de corps pour effectuer les autopsies. Sous le contrôle d'un médecin légiste, d'un photographe, d'un dentiste, d'un biologiste, d'un dactylotechnicien, celui qui s'occupe des empreintes. Ils vont travailler tous autour de la table pour faire l'autopsie des personnes qui ont été trouvées sur la plage lors d'un tsunami, dans les décombres lors d'un tremblement de terre, d'un immeuble écroulé, dans un train encastré avec 200 personnes, au Bataclan quand il y a eu les attentats parisiens, dans un avion qui s'est écrasé. Hein, voilà, donc c'est ça. Ce groupe-là est chargé du relevage des corps ou des parties de corps et des autopsies. Chaque corps ou partie de corps qu'on ne connaît pas, puisque là on ne sait pas à qui on a affaire, va être détaillé, va être autopsié, va recevoir un numéro de traçabilité et l'autopsie va avoir lieu. Sous l'autorité du médecin légiste, toujours. C'est lui qui décide, c'est lui le patron autour d'une table d'autopsie. Les autres font ce qu'il a envie qu'on fasse. Donc voilà, et là on va se constituer, les gens vont être, bien sûr, on va prendre leurs empreintes digitales, l'ADN de ces gens-là, on va faire des radios pour avoir leur odontologie, on va noter toutes les marques particulières qu'ils présentent, on va savoir si c'est un homme, une femme, un enfant, on va les mesurer, donner à peu près un âge, et là pareil, de ce côté-là, il va y avoir comme une banque d'ADN, d'odontologie et d'empreintes digitales qui va être constituée. Et avec un logiciel spécial, particulier, avec des mots-clés, les informations données par les familles et les informations recueillies sur les tables d'autopsie vont être croisées de manière à ce qu'on puisse rendre les bons corps aux bonnes familles. Et les familles aussi vont nous donner leur ADN. Les proches vont aussi donner leur ADN pour qu'on puisse comparer ADN contre ADN. C'est comme ça que se font énormément d'identifications maintenant. Alors, il y a des situations dans ces grandes catastrophes qui sont plus ou moins faciles à gérer, pour plusieurs raisons. Une catastrophe aérienne, par exemple, c'est assez facile. Alors, bon, oui, c'est ce qu'on appelle une liste fermée. On sait qui voyage dans l'avion, on connaît le personnel navigant, on connaît tout le monde. Donc là, on ne va pouvoir se rapprocher utilement et plutôt facilement des bonnes familles. Et là, on va croiser des ADN avec des ADN, voilà, c'est assez facile. Après, quand on se trouve dans une liste ouverte, là, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, on a des gens qui sont morts en masse, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Bataclan, 90 personnes, tout le monde est en train de danser, les affaires sont toutes au vestiaire, les gens n'ont éventuellement qu'un téléphone dans la poche. À Nice, l'année d'après, 14 juillet 2016, pareil, sur la promenade des Anglais, donc un feu d'artifice et un camion qui traverse la foule.
plus de 80 morts. Il y a donc la différence donc entre le crash d'avion de la Germanwings, où nous nous sommes rendus, en mars aussi 2015. Là, ce sont des corps polyfragmentés. Il n'y a pas de corps entier quand on va sur des crashs d'avion. Alors je dis là, je vous le dis, parce que là, vous venez assister à une information comme ça, une conférence. Il n'y a pas de tabou. On est tous des adultes. On sait bien que dans un crash d'avion, on ne retrouve jamais un corps dans son entièreté. Donc là, on va collecter plusieurs parties de corps, 150 victimes dans cet avion-là, au mois de mars 2015, environ 3000 parties de corps. Toutes les parties de corps vont avoir un numéro de traçabilité et ça va être par l'ADN qu'on va pouvoir faire comme un puzzle, si vous voulez, hein. Excusez-moi cette expression, mais c'est tout à fait ça. Et donc, chaque partie de corps ayant un ADN, on va regrouper tous les ADN semblables et comme ça, on reconstitue des corps qu'on rend aux familles. Ça, c'est la première difficulté que je pourrais dire qu'on peut retrouver dans ces différentes catastrophes. Une autre difficulté qu'on peut retrouver, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas toujours, mais maintenant, nous, on y pense, croyez-moi, c'est la difficulté culturelle. Au tsunami en Thaïlande, en 2004, la Thaïlande est un pays bouddhiste, hein, pour la plupart, et l'approche de la catastrophe pour eux n'est pas la même que pour nous, les Occidentaux. En gros, ne vous inquiétez pas, dans 100 jours, tout le monde est réincarné, on va faire des cérémonies, on a des moines pour ça, et pour pas qu'il y ait des infections ou des épidémies, on va faire des fosses communes, et puis après on réouvre les plages. Alors là, croyez bien que tous les Occidentaux, les chancelleries qui se trouvent dans le monde occidental, mais jusqu'au Canada, aux États-Unis, les États-Unis, ils n'avaient pas beaucoup de disparus, mais les Australiens, les Néo-Zélandais, etc., eux, c'est leur zone de compétence aussi géostratégique, hein. Tout le monde se précipite là-bas et commence à négocier avec les autorités thaïlandaises, qui, elles, n'ont pas du tout l'habitude, mais aucun pays n'avait l'habitude, hein. Aucun pays, ils sont désorganisés, mais qui ne le serait pas? Tout le monde le serait. C'est le chaos, hein. C'est le chaos pour tout le monde. Et là, tout le monde, là-bas, va se précipiter. Les gens qui se précipitent, les Occidentaux, les Européens en premier d'ailleurs, tout le monde y va pour rechercher, les Allemands vont rechercher des Allemands, les Norvégiens des Norvégiens, les Anglais des Anglais, les Français des Français. Nous avons 95 disparus pour les Français là-bas, mais les Allemands, les Suédois, les Norvégiens, ils en ont plus de 500, quoi. Il y a une grosse pression qui est mise, évidemment, en œuvre, hein, ça je vous le dis aussi, sur ces services de police techniques et scientifiques et sur les services d'enquête qui accompagnent aussi ces gens-là, il y a une grosse pression, à juste titre, qui est mise par les familles, par les journalistes, par les politiques, hein. Donc, c'est toujours la même chose. Dans le monde policier, quand il y a des affaires vers lesquelles tout le monde se tourne, la pression est constante. Enfin, la pression, c'est vous n'allez pas assez vite, qu'est-ce que vous faites, quand est-ce qu'on va avoir les noms, les résultats, quand est-ce qu'ils reviennent, quand est-ce que vous les aurez trouvés, comment ça va se passer. Vous voyez, ils considèrent, à juste titre aussi, que vous êtes les meilleurs dans votre domaine, et ils n'ont pas tort parce qu'on a beaucoup de moyens, beaucoup de protocoles qui sont usités, qui fonctionnent très bien, et du personnel qui sait s'en sortir. Mais enfin, même vous, psychologiquement, vous êtes comme eux. Dans un premier temps, vous prenez un grand coup de poing dans la figure quand même, hein. Il faut vous adapter et avant d'entrer en œuvre sur tout ce genre de scènes-là, la scène de crime de Charlie Hebdo, de l'hypercachère ou après la nuit du 13 novembre, vous avez beau avoir vu quand même pas mal de trucs depuis 30 ans que vous faites ça, c'est pas anodin quand même, hein. Vous n'entrez pas comme ça en rigolant, en disant ouais mais moi je sais faire, tu vas voir, ça va bien se passer. Non, ça se passe toujours très mal. Très mal. Il y a une pression, il y a un chaos ambiant, et là donc il faut que rapidement on se mette en branle pour essayer de faire des choses utiles, des choses qu'on sait faire et appliquer nos protocoles. Ça se fait, ça se fait. Quand moi j'ai entendu par la suite, oui, tout s'est bien passé, on a su faire ci, on a su faire ça, oui, au bout du compte, on a su le faire. Mais dans les premiers quarts d'heure, les premières heures et même les premiers jours, ça a été chaud quand même, hein. Voilà, il a fallu que, à tous les stades de l'État, hein,
de la présidence de la République, dans tous les ministères, les préfectures, tous ceux qui étaient impactés, ont déjà dû digérer ça avant que ce soit efficace. Mais c'était pareil à l'attentat du 11 novembre à New York, voilà, hein, c'est partout pareil. Quand ça arrive, vous avez beau être prêt, formé et tout, il faut y aller quand même, quoi. Bon, malgré tout, ces gens-là ne sont victimes de rien. Ceux qui doivent travailler sur ces missions-là ne sont victimes de rien. Les secours, les médecins, les SAMU, les policiers, les gendarmes, tous ceux qui sont chargés de faire ça, ils sont volontaires, formés, payés pour ça, et c'est à eux de le faire. Forcément, c'est pas à vous. Mais bon, moi je ne vous cache rien hein, des difficultés, ni d'ailleurs des choses qui se sont bien passées. Vous voyez, donc il peut y avoir sur ces affaires-là différentes problématiques qui vont se poser. Il faut toujours s'adapter avec une valise de protocole que vous avez, tout est préparé, votre matériel est préparé, votre protocole, vous savez le faire, vous savez le mettre en œuvre, sauf que une affaire ne sera jamais exactement la même que l'autre. Hein. À chaque fois, il y a des petits réglages à faire, voilà. Donc c'est pour ça que nos formations aussi en interne sont très importantes, hein, si vous voulez. Donc quand on accueille les jeunes, on les prépare, on leur explique ce qu'on a vu, et là pour l'instant, nous on peut leur expliquer ce qu'on a vu. Moi ça va, je suis en retraite, j'y suis plus, mais il y a encore quelques anciens qui sont là, qui ont vu les derniers attentats et qui peuvent expliquer ce qu'ils ont vu. Quand nous, on a géré les attentats de 2015, ça fait 10 ans maintenant, personne de mon service n'avait vu des attentats de ces ampleurs-là avant. Les derniers qui avaient eu lieu, c'était en 95, 20 ans avant. C'est-à-dire que tous les gens de la brigade criminelle ou de la police scientifique de l'époque étaient déjà tous partis en retraite. Ils n'étaient plus là. Et nous, on avait commencé à se former, à mettre des protocoles d'intervention à partir de 2005. Juste après le tsunami, on avait, avec quelques collègues, on avait mis en place et au point ces protocoles d'intervention pour que ça déroule, pour qu'on sache quoi faire quand on arrive dans un chaos, que ça soit acceptable et qu'on retrouve quelque chose d'humain à savoir faire. Hein. Donc ça faisait 10 ans qu'on se préparait, entre 2005 et 2015. Mais bon, quand ça arrive, hein. On n'est jamais préparé. Hein. D'autant plus que les logiciels peuvent changer, autant pour la police technique et scientifique que pour la brigade criminelle, le service d'enquête. Parce qu'il y a toujours un service d'enquête qui essaye de savoir comment ça s'est passé, qui a fait quoi, quand, comment, pourquoi. Ça, c'est la problématique judiciaire de l'enquête. Et nous, la police technique et scientifique, on est avec eux pour trouver les traces et les indices, pour expliquer qui était là, comment ça s'est passé, etc. Très bien. Mais il y a des logiciels, je vous disais, qui peuvent changer. La police technique et scientifique, nos anciens à nous, avaient connu les attentats de 95. C'était de l'attentat au RER Saint-Michel avec de la bonbonne d'explosifs, quoi. La bonbonne de gaz. Ou alors, il y en a eu sur des marchés parisiens, c'était des cocottes minutes aussi, remplies de boulons. Ça vous dit, hein, ça vous parle? Voilà. Ça, c'était les moyens employés en 95. 2015, c'est de la Kalachnikov et de la ceinture d'explosifs. On est dans un autre truc. On s'attendait pas à ça non plus, vous voyez? Entre le début de janvier 2015 et novembre 2015, donc là sur une période beaucoup plus courte, on a une attaque en janvier qui est faite par des Français sur le sol français contre des Français avec une philosophie qui leur est propre, ok. Alors qu'en novembre, on a une attaque sur le sol français faite par des étrangers qui viennent de l'étranger. Déjà, ça a changé. Donc au niveau du renseignement aussi, il y a des logiciels toujours à adapter et à prendre en compte. Hein, vous voyez? Donc ça, entre les services d'enquête, les services de police judiciaire et les services de police technique et scientifique, doivent toujours s'adapter aux situations et aux gens face auxquels ils sont confrontés. Bon, mais ça, c'est de l'expérience, si vous voulez, quoi. Hein. C'est la maturité de l'expérience et on avance comme ça. Alors, pour ma part, en ce qui me concerne, j'avais déjà vu quand même pas mal de trucs dans la boutique. Hein. Je connaissais bien les services d'enquête, les possibilités de la police technique et scientifique. Et donc, voilà, ça s'est fait, on l'a fait.
Et maintenant, donc, les jeunes peuvent bénéficier aussi de cette expérience encore, hein, qu'ils engrangent, hein, et qu'ils prennent. Ils sont formés par rapport à ces dernières expériences-là. Et évidemment, ils accompagnent des anciens dans un premier temps. Ensuite, on les laisse faire. Et puis après, on les laisse passer devant. Normal. Hein, qu'il y ait quand même une transmission naturelle. Mais c'est dans tous les métiers pareil, hein, vous allez me dire. Hein, vous avez tous eu un métier ici, donc c'est pareil. Hein. Quand vous êtes jeune, vous regardez. Quand vous êtes un peu moins jeune, vous mettez les mains dedans. Et quand vous êtes le plus ancien, c'est vous qui êtes devant ou qui formez les autres. Hein. Ça, c'est naturel. Donc c'est comme ça que ça se passe chez nous. Il y a bien sûr chez nous des formations en interne dans les services où vous vous trouvez. Moi, j'étais dans le service parisien qui était à l'ancien 36 qui est des Orfèvres avant et qui a déménagé en 2017 et qui se trouve maintenant rue du Bastion. Au 36 rue du Bastion. Ils ont gardé le numéro, hein, le fameux numéro, le 36, le fameux numéro mythique. Comme Scotland Yard avait gardé le sien, le nom, maintenant il s'appelle le New Scotland Yard, hein, depuis qu'ils avaient déménagé. Bon. Et donc il y a ces transmissions-là qui sont naturelles, en interne, dans les services où vous vous trouvez. Et puis, bien sûr, au niveau national, nous, maintenant, nous avons un service national de police scientifique qui se trouve à Écully, c'est dans l'ouest de Lyon, et c'est là où se trouve la vitrine de la police technique et scientifique française. Et là-bas est donnée la doctrine et les formations les plus importantes dans tous les domaines. Parce que, en police technique et scientifique, maintenant, vous avez 100 métiers différents. 100, j'exagère un peu, mais beaucoup, hein. Moi, quand, au début, j'avais été formé à toutes les techniques, à la photo, au plan, au prélèvement biologique, à différents analyses physico-chimiques avec des cyanoacrylates, de l'aninhydrine, des choses comme ça. Donc, formateur, je formais mes collègues, etc. Non, maintenant, on va former les gens dont on a besoin dans les sections en fonction du boulot qu'on veut leur faire faire. Donc, on va les envoyer là-bas. Ils vont être formés. Ça va être ou en présentiel ou avec la période du Covid, il y a eu aussi des visioconférences. Hein, on s'adapte aussi dans la police. Hein. Et ils vont avoir des contrôles qualité aussi, hein, parce que toutes ces formations-là sont suivies. Parce que maintenant, alors ça c'est aussi nouveau dans tous les protocoles qu'on applique dans les laboratoires, c'est que il y a une traçabilité des normes européennes, ISO, machin et plus, où il faut que vous disiez maintenant quel matériel vous prenez avant d'intervenir, comment vous vous équipez, quelle machine vous utilisez pour faire vos analyses, de manière à ce que tout ça soit tracé, qu'on sache si vous avez déjà appliqué le bon protocole, et que s'il doit y avoir une contre-expertise sur un scellé, que ceux qui vont faire la contre-expertise sachent ce que vous avez fait avant de faire la leur. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait dans ces nouveaux métiers qui ont en 30 ans fortement évolué. Il y a toujours une veille technologique aussi dans ces métiers-là où on regarde ce qui se passe dans le privé, dans les sociétés privées qui pourraient nous être utiles. Parce que c'est pas les policiers scientifiques qui fabriquent les machines qui vont analyser de l'ADN. C'est pas eux qui fabriquent les tests pour savoir si c'est du sang humain ou du sang animal. Hein, tout ça, c'est développé. C'est pas eux qui fabriquent l'informatique des fichiers d'empreintes digitales. Hein. En revanche, maintenant, la police comme la gendarmerie à l'IRCGN. L'IRCGN, ça vous dit quelque chose? C'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui était avant à Rosny-sous-Bois et qui depuis 2015 aussi déménagé pour aller à Cergy-Pontoise. Leur nouveau lieu, c'est là-bas. Donc là, ça, c'est le labo unique national pour toute la gendarmerie. La police a 5 grands laboratoires de police technique et scientifique. Un à Lille, un à Paris, un à Lyon, un à Marseille, un à Toulouse. Et après, les zones sont découpées en fonction d'où se trouvent les laboratoires. Donc voilà. Un enquêteur de Bordeaux va retrouver une trace de sang sur un cambriolage, et il va envoyer sa trace de sang à analyser à Toulouse. Si quelqu'un à Strasbourg retrouve une arme et qui veut la donner à la balistique, ce sera la balistique du labo de Lille, dans le Nord. Donc maintenant, tous les territoires sont bien maillés, sont équipés.
avec du personnel très très bien formé. Donc voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que sur 150 corps retrouvés, il y avait jusqu'à 3000 morceaux qui étaient rares. Et vous avez dit après qu'on rend les corps aux familles. Mais sous quelle forme? Enfin, c'est en scellé ou... Oui, c'est ça, c'est des scellés. Normalement, on ne met jamais un humain, un corps sous scellé dans une procédure. Un numéro de scellé, c'est pour une arme retrouvée sur les lieux, quoi. Sauf dans ces cas-là, où là, c'est la manière la plus simple de mettre ces parties de corps dans des scellés et de leur attribuer un numéro de traçabilité, quoi. Est-ce qu'il est possible que vous n'arriviez pas à identifier une victime? Alors, comment, par exemple, une victime de quoi? Par exemple, dans un crash? Alors, non. Alors, dans le crash, on sait à qui on a affaire, donc c'était même assez rapide. Alors, on peut ne pas résoudre une affaire de victime, par exemple. Alors, non, ça ne nous est pas arrivé. On n'a pas gardé des victimes, les 130 victimes des attentats parisiens de novembre ont toutes été identifiées. Celles de Nice ont toutes été identifiées. Non, mais on peut, par exemple, ne pas découvrir l'identité d'un mort qu'on trouve, par exemple, dans la rue ou dans un immeuble et on ne sait pas s'il habite là ou pas là. Il n'a rien sur lui, il n'a pas d'identité, il n'a rien dans les poches. On va bien sûr prendre ses empreintes et son ADN et on va le proposer à notre fichier, au fichier des empreintes digitales et au fichier de l'ADN. Actuellement, le fichier des empreintes digitales a à peu près 6 700 000 individus connus dans la base et autour de 5 millions pour le fichier de l'ADN. Alors pourquoi? Parce que le fichier des empreintes a commencé à être vraiment efficient et complet en 94, alors que l'ADN, lui, il a été ouvert qu'à partir de 1998, suite à l'affaire Guy Georges, vous savez, là, le tueur de l'Est parisien. Donc, plus tard. Donc, si on trouve une personne comme ça, on va proposer ses empreintes au fichier, mais s'il n'est pas connu dans la base des 6 700 000 et que son ADN n'est pas connu, eh bien, il n'est pas connu. Si personne ne peut nous dire qui il est, s'il n'y a pas de témoignage dans son entourage, si une famille ne déclare pas quelqu'un de disparu, ça va poser un problème. Donc, il va être conservé un certain nombre de temps dans une morgue, dans un IML, un institut médico-légal, quelque part. Mais on va quand même garder en base ses empreintes et puis son ADN au cas où quelqu'un puisse se présenter et signaler une disparition. Et on ne fait pas, pour ceux qui penseraient demander, oui, mais vous avez toutes les empreintes qui sont déposées dans les préfectures quand on fait des passeports et des cartes d'identité. Pourquoi on compare pas avec eux? Ben non, on compare pas avec eux parce que on va pas demander à toutes les préfectures de France toutes les empreintes. Il n'y a pas de fichier comme ça et on ne mixe pas les deux, le fichier police avec le fichier des empreintes des préfectures. Hein. Alors, en revanche, si une personne qu'on découvre morte dans la rue a un passeport ou une pièce d'identité sur elle, ou une carte d'identité, on va voir quelle est la préfecture qui l'a délivrée. Donc là, l'officier de police judiciaire qui traite l'affaire, ce qu'on appelle l'enquête d'essai, dans le cadre de la procédure, va faire un procès-verbal demandant à la préfecture de Nanterre de nous donner les empreintes qui avaient été déposées pour le dossier qui a marqué sur votre numéro de passeport, qui a été délivré le 20 juillet 2021 à Nanterre. Là, on va nous envoyer les empreintes de la personne qui a ouvert ce dossier-là. On va comparer avec les empreintes de la personne-là. Deux solutions, ou c'est lui ou c'est pas lui. Voilà. Hein, c'est le seul moyen qu'on peut avoir de comparer avec des empreintes des préfectures. C'est dans le cadre d'enquêtes d'essai très déterminées avec des réquisitions judiciaires des officiers de police judiciaire. Dans la procédure judiciaire française, le vrai patron, c'est pas l'officier de police judiciaire, c'est pas le commissaire de police non plus. C'est qui le patron en police judiciaire? Ouais, c'est ça, c'est le parquet, c'est le procureur de la République, le patron. Hein. Il est avisé du moindre fait qui se passe sur le territoire, on l'avise, et c'est lui qui décide de qui il saisit comme service d'enquête. En fonction de la gravité, en fonction de la difficulté, en fonction de l'affaire, c'est le procureur qui dit « Bon, ben très bien, ah ouais, c'est une affaire de stup. Très bien, je saisis la brigade des stupéfiants. C'est eux qui s'occupent de cette affaire. Ah non, là, c'est un crime machin. Bon, c'est la brigade criminelle qui sera saisie. Ou la brigade des mineurs. Ou alors non, ben tout va bien. Il y a peut-être un mort, mais on sait qui c'est parce que c'est son voisin. Il a été interpellé sur les lieux. Il s'est pas enfui. Il a expliqué comment ça s'était passé. Bon, ben là, on va laisser ça
au service d'enquête, à un district de police judiciaire, ou même peut-être à un commissariat. C'est le procureur qui décide de qui il saisit. Et il peut changer, il peut dessaisir un service au bénéfice d'un autre quand il veut. Alors pour les incendies, pour un corps, ouais, ça peut poser des problèmes d'identification. Si c'est un incendie très violent, très fort, avec une température qui va monter à plusieurs centaines, voire autour de 1000 degrés, ça peut arriver dans des incendies qui durent même plusieurs heures ou même des fois plusieurs jours. Les corps vont être retrouvés et on ne va quasiment pas pouvoir les identifier, quoi. Une des seules choses qui va permettre d'identifier les corps, c'est en allant rechercher dans les dents, si elles sont toujours là, dans la racine des dents, c'est là où l'ADN va être le mieux protégé. On a retrouvé des corps qui ont été brûlés, morts asphyxiés, un peu brûlés, et en position fétale comme ça, là, et les mains comme ça. Les gens se protègent, essayent et referment naturellement les mains. Et là, donc, en réouvrant les mains, on avait pu reprendre les empreintes digitales pour pouvoir tenter de les identifier. Mais c'est vrai qu'un incendie violent, très violent, les corps sont retrouvés dans des très dégradés et souvent, en tout cas, on peut pas les reconnaître évidemment. Mais l'ADN est possible, ou alors pas dans les muscles, mais dans les fémurs ou dans les os, dans la moelle épinière ou dans les dents. D'ailleurs, c'est un incendie, un des premiers incendies, c'est l'incendie du bazar de la Charité, ça vous dit, 1897, qui avait eu lieu à Paris, pas très loin de l'Opéra. C'était une séance de cinéma avec un bazar, une œuvre de charité qui était faite, et les gens étaient là, et puis il y avait une lanterne qui était tombée. Et comme le décor était tout en papier mâché, en papier carton, tout avait brûlé et les gens n'avaient pas pu sortir. En plus, les dames avec leur crinoline et puis leur grande robe. Alors là, ça prend, vous voyez un peu. Et pour une identification, il y a la sœur de Sissi, l'impératrice, qui était morte, et son dentiste était venu et il avait pu déterminer les travaux qui avaient été faits sur les dentitions qu'on lui proposait, et il avait reconnu les travaux qu'il avait faits sur la sœur de Sissi, et comme ça, il l'avait identifié. C'est-à-dire que tout ce qui se passe maintenant, on se dit « Ah, bah ouais, mais c'est vrai, leur technique, leur protocole et tout, ça a l'air d'être nouveau comme ça, pour beaucoup de choses. » Pas du tout, Pas du tout. Il y a plein de choses qu'on fait encore aujourd'hui, que ces gens-là que vous avez ici autour de vous, Alphonse Bertillon, Lacassagne, le médecin légiste lyonnais, et d'autres avant, ont inventé, ont exploré, et qu'ils nous ont laissé, et on s'appuie encore sur leurs travaux. Donc, il y a plein de choses. Donc, c'est pour ça aussi que moi, je demandais, après ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais aux jeunes qui intégraient nos services, de s'intéresser un petit peu à l'historique de leur métier, à l'histoire un peu. Je leur demandais pas de connaître tout par cœur, mais quand même. Vous voyez, moi, ça me paraît par exemple complètement bizarre qu'un très bon boulanger soit incapable de vous parler de la farine qu'il utilise, d'où elle vient, comment elle est fabriquée, quelle technique, quel moulin a fait telle et telle farine, et avant la farine, quel était le grain de blé, quelle était la variété de blé. Moi, ça me paraît pas possible. Mais à mon avis, un excellent boulanger non plus, ça paraît pas possible. Il est obligé de savoir. Et c'est pour ça, moi, que j'avais trouvé cette petite technique passionnante et ce petit métier passionnant de police technique et scientifique, parce qu'on s'intéresse comme ça à tout un tas de choses, en fait, qui me parlaient, moi. Il faut avoir le corps bien accroché. Alors après, le cœur bien accroché, certes, on n'y va pas comme ça, c'est progressif. Mais en plus, il y a aussi quelque chose qui est très important, dont on n'a pas encore parlé, c'est le soutien psychologique. Maintenant, dans la police, il y a, je crois, une centaine de personnes qui travaillent sur tout le territoire, au contact des policiers, qui peuvent demander des entretiens personnels, individuels ou en groupe, aller les voir pour des problèmes perso du quotidien, professionnel ou personnel, ou alors maintenant ces gens-là sont envoyés systématiquement, ceux qui participent aux grandes catastrophes dont on a parlé là maintenant on les y envoie quasiment systématiquement, on demande pas l'autorisation aux gens s'ils veulent y aller ou pas y aller, parce que c'est quand même confortable. Elles mettent des mots sur des choses qu'on a vues ou pas très bien comprises ou pas assimilées. Ça permet de se sentir mieux pour continuer un petit peu la route.
hein. Moi, la route a été normale jusqu'au bout, mais il y a des gens qui entrent dans ces services, surtout ceux qui sont en contact avec la mort et qui ne peuvent pas s'y faire ou aller jusqu'au bout. Et il faut qu'ils changent, hein. À un moment, on peut pas aller contre sa nature, hein. Si c'est trop violent, trop impactant psychologiquement, ben il y a tout un tas d'autres choses à faire, hein. Au niveau des autopsies, vous intervenez pour aider, pour les autopsies, une autopsie. Il y a eu par exemple une personne qui a été découvert un crime. On va sur la scène de crime. On gère la scène de crime avec le service enquêteur. Le médecin légiste ne se déplace pas à Paris. En province, il se déplace. En province, les médecins légistes vont sur place, constatent la mort, voient les premiers signes, etc. À Paris, et sur le 92, 93, 94, c'est la brigade criminelle qui intervient, assistée de la police technique et scientifique. On regarde les signes thanatologiques, c'est-à-dire les rigidités cadavériques, les lividités cadavériques, de position du corps, on déshabille les corps, on regarde s'il y a des valeurs, etc. La brigade criminelle fait tous les scellés dont elle a besoin, et le corps va être transporté à l'institut médico-légal. On ne touche pas, par exemple, aux liens qui sont faits si la personne est ligotée et tout. Ça, c'est le médecin légiste qui s'en occupera. On fait pas de curetage sous les ongles. C'est le médecin légiste qui le fera. En revanche, on protège les mains avec des enveloppes en papier craft pour pas qu'il y ait une déperdition de traces et d'indices et d'éléments biologiques. Et le corps est amené à l'IML. Le lendemain, le médecin légiste programme son autopsie. Il disait, ouais, très bien, demain 10h, j'en ai une avant, donc tu viens à 10h. Le service enquêteur de la brigade criminelle, l'officier de police judiciaire, le procédurier, celui qu'on appelle le procédurier, c'est-à-dire celui qui met tout en place, va se rendre dans la salle avec le médecin légiste pour voir ce qui se passe, ce que le médecin légiste dit en direct, et lui, il va le retranscrire dans son procès-verbal. Et quelqu'un de la police technique et scientifique accompagne aussi pour faire les photos. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un acte est fait par le médecin légiste, il dit, bah, tiens, prends-moi la photo, là. Alors, on prend la photo, et puis le médecin légiste note, et l'officier de police judiciaire note, hein. Et voilà. Donc, on fait les photos. Alors, les photos, quand on revient à la police technique et scientifique, on va faire un album photographique de la scène d'autopsie, qui va être joint à l'album photographique de la scène des lieux, qui aura été faite la veille sur les lieux, hein. Donc, d'un point de vue imagerie, pour la police technique et scientifique, il y a des photos. Lorsqu'on arrive, on fige la scène en faisant des photos du général au particulier. On fait aussi des films, s'il faut. Et puis aussi des scanners 3D, hein, où on prend l'intérieur de la pièce avec un sphéron comme ça. Et c'est des nuages de points qui prennent tout ce qui se passe, les murs, les hauteurs des murs, l'écartement, les meubles, etc. Et après, c'est relié avec des logiciels spéciaux. Et on se retrouve un peu comme dans un jeu vidéo, hein. On peut zoomer, aller au sol. Et les distances sont données naturellement entre ce mur-là et celui-là. On sait que ça fait 3,58 m. Et puis, jusqu'à l'arme qui est dans l'entrée, là, bah non, ça fait 7,22 m. Et donc, ça nous mesure directement les choses. Malgré tout, on fait toujours le plan des lieux aussi quand on arrive. On fait cette imagerie-là, mais on fait aussi le plan des lieux comme un plan d'architecte, hein. On mesure avec des mètres laser maintenant. Avant, c'était des décamètres. Maintenant, c'est des mètres laser. Bzz, 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 et on fait un plan comme un plan d'architecte. Et donc, l'album photographique de la scène, l'album photographique de l'autopsie, le plan des lieux sera donné au service enquêteur. Et ça fera aussi partie de la procédure globale pour être transmise au procureur de la République et après se retrouver lors d'un procès d'assises si la personne a été arrêtée et les avocats vont travailler là-dessus, les parties civiles et puis après lors du jugement, le jury d'assises, hein, dont vous pouvez faire partie puisque vous aurez été tiré au sort sur les listes municipales, hein. Donc comme ça permet aux gens, quand vous arrivez, que vous êtes tiré au sort et que vous arrivez dans un jury d'assises, eh bien, on va vous dire, ben voilà, ça s'est passé que, voilà, monsieur était chez lui, il regardait la télé le soir, alors que deux individus qui sont présents ici dans le box des accusés sont entrés, il y en a un par la fenêtre, alors que l'autre l'occupait en faisant croire qu'il était employé des eaux, machin, et puis ils l'ont assassiné, ils lui ont volé un tas. Alors, voilà, pour vous montrer, clac, clac, et on va vous projeter le plan des lieux ou les photos qui ont été faites par l'identité judiciaire, pour que vous vous rendiez compte
avant de donner votre verdict en votre âme et conscience à la fin de la période de jugement. Vous avez travaillé sur les cold cases? Alors les cold cases, hein, on parle bien de la même chose. Hein. Maintenant, c'est un dossier, une procédure qui est transmise à Nanterre où il y a un pôle cold case. Hein. Un cold case, ça veut dire dossier froid, ça veut dire quelque chose qui n'est pas résolu. On ne sait pas qui a fait quoi. L'affaire est toujours en cours. Elle n'est pas prescrite, elle est toujours en cours. Alors, moi, à mon époque, quand je suis entré à l'IJPP en 2000, il y avait l'affaire du grêlé. François Vérove qui s'est suicidé. Un ancien gendarme qui était passé policier, qui avait été motard en région parisienne, et après sa retraite était parti dans le sud, chez lui là-bas, où il avait même été en contact avec la mairie, conseiller municipal. Et ça a duré plus de 30 ans, en fait, cette affaire-là. On avait, sur certaines affaires, un ADN commun, mais il n'était pas connu dans le fichier de l'ADN, et il y avait une petite trace. Alors, on savait pas, en tout cas moi je savais pas, c'était ma spécialité, les empreintes digitales. Si c'était un dessin de doigt ou éventuellement un dessin de palmaire, donc on regardait dans les deux. Et la brigade criminelle qui était saisie de toutes ces affaires-là nous faisait vérifier les empreintes digitales de tous les gens qui étaient interpellés dans différents trucs, incarcérés dans les prisons. On en a regardé des milliers et des milliers. Donc on ne trouvait pas la correspondance entre le dessin qu'on avait et les dessins des doigts. Et à un moment donné, la juge d'instruction Nathalie Turquet, qui est maintenant au pôle cold case, donc a dit peut-être qu'il faudrait qu'on regarde si parmi les policiers, il n'y aurait pas l'auteur, parce que il y avait plusieurs témoignages qui disaient, il y a des femmes et des enfants qui avaient réchappé à cet homme-là en disant bah il nous faisait monter dans la voiture, mais avant il nous présentait une carte de police. Donc ils se sont dit peut-être qu'il faudrait qu'on voit dans la population. Mais 30 ans, depuis 30 ans, donc il a fallu ressortir toute la liste de tous les policiers, les gendarmes depuis 30 ans, ceux qui étaient partis à la retraite, pas à la retraite et tout, et il a fallu les convoquer par tranche pour qu'ils donnent leur ADN, pour comparer avec les ADN des affaires. Et lui a reçu sa convocation, il a vu qu'il était piégé, forcément lui il savait mieux que n'importe qui ce qu'il avait fait, et il savait que c'était la fin pour lui, et donc il s'est suicidé. Donc voilà. Donc ça c'était la seule affaire au long cours que sur laquelle j'ai travaillé, quoi. Et maintenant, il y a 4, je crois qu'ils sont 4 juges à Nanterre, dont Nathalie Turquet là, qui travaillent dans ce pôle cold case, qui est chargé de prendre en compte des affaires non résolues sur tout le territoire national, hein, de la police ou de la gendarmerie, et de réanalyser des scellés, des anciens scellés, pour voir si avec les techniques actuelles, on pourrait pas remonter ces affaires-là, quoi. Mais ils ne prennent pas toutes les affaires qu'on voudrait leur donner, que les services voudraient leur faire, parce que d'abord ils sont que 4. Il ne s'agit pas d'asphyxier 4 juges comme tous les autres de France sont asphyxiés avec 400 dossiers. Donc là, ils en ont beaucoup moins pour pouvoir travailler utilement. Et ils sont assistés d'enquêteurs aussi, hein, de gens qui travaillent avec eux, évidemment. Et ils vont reprendre toutes les procédures anciennes comme ça pour voir si toutes les auditions ont bien été faites, si tous les fils ont bien été tirés. D'accord, on a entendu telle personne. Ah oui, on en a entendu 3 dans l'immeuble. Mais d'habitude, c'est marrant parce qu'il y a 4 locataires et le 4e, il n'a pas été entendu. Ah bah non, bah oui, mais si ça se trouve, c'est lui qui a la bonne info. Allez, on va l'entendre. Et donc, etc., etc. Hein. C'est un boulot de longue haleine et de recherche ultérieure avec un peu plus de recul sur l'affaire. Il y a même les yeux qui sont enregistrés. Non, les yeux sont pas enregistrés. Les yeux, si vous voulez, l'iris humain a des nuances de l'iris humain. D'ailleurs, ça aussi, c'est Bertillon. Ici, vous avez un superbe tableau des nuances de l'iris humain que Bertillon avait fait peindre parce que dans son portrait parlé, lui, il avait établi un portrait parlé, un portrait signalétique des individus qu'il détaillait. Il est discriminé avec la couleur des yeux. Mais pas que bleu, marron ou vert. Non, il y a des nuances sur les bleus, mais impigmentés, les jaunes orangés, ça passait du vert jusqu'au marron clair, jusqu'au marron pur, etc. Donc c'était très très détaillé. Quand interviennent l'entomologie Et l'entomologie, vous voulez dire les insectes, l'entomologie médico-légale, ce sont les gendarmes à l'IRCGN, à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Cergy-Pontoise,
qui élèvent les insectes, qui sont formés à ça. Ça fait très longtemps que ça existe, hein, c'est bientôt 30 ans. Et donc les insectes nécrophages qui sont à l'œuvre sur un corps en dégradation vont servir à dater la mort de ce corps-là. Alors comment ça fonctionne? Alors, ce qu'il faut savoir par rapport aux insectes nécrophages, c'est-à-dire qu'un insecte ne grandit pas, n'évolue pas comme nous, hein. Les insectes, ils se développent plus ou moins vite en fonction de la température qu'ils emmagasinent dans leur corps. C'est-à-dire que les insectes dont on parle, les insectes nécrophages, sont des insectes à métamorphose, comme des papillons. C'est des mouches, mais c'est comme des papillons. Un insecte à métamorphose, c'est quand un insecte pond un œuf sur son garde-manger, l'œuf va éclore au bout de 2-3 jours, va donner une larve, un asticot. Cet asticot va manger de la viande sur laquelle elle se trouve, qui est en dégradation plus ou moins avancée. Au bout de quelques jours, elle va être assez grosse, elle va être adulte, cette larve, cet asticot. Il va aller se cacher quelque part pour se transformer en chrysalide, comme la chrysalide du papillon. Et à l'intérieur de cette chrysalide du papillon, il va y avoir cette métamorphose, cette transformation extraordinaire qui va faire qu'un asticot devient une mouche ou qu'une chenille devient un papillon. C'est un truc de la nature, c'est un des plus fous, une des transformations les plus folles, hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cycle d'insectes à métamorphose. Pour une mouche, un insecte nécrophage, entre la ponte de l'œuf et la sortie globale de la mouche, il faut une vingtaine de jours. À température constante, entre 20 et 25 degrés. Une abeille, c'est ça, c'est 16 jours, 17 jours, la reine un peu plus, etc. Je dis ça, je fais le malin parce que je suis apiculteur. Mais donc voilà, ces insectes à métamorphose, on connaît leur cycle. On sait exactement combien de temps pour chaque espèce il faut qu'il ait emmagasiné de degrés de température entre la ponte de l'œuf et la sortie de l'imago, l'insecte adulte. Quand on trouve un corps en décomposition, on ne sait pas depuis combien de temps les asticots ont été pondus, depuis combien de temps ils sont là, évidemment. On va prélever des asticots comme on les trouve, vivants, en perçant le dessus de la boîte en plastique dans laquelle on met. On en prend une autre partie qu'on va tuer dans du formol ou de l'alcool. Ces deux échantillons, on les donne à nos amis les gendarmes à l'IRCGN. C'est eux qui vont élever les larves vivantes dans des incubateurs en les nourrissant, en continuant de les nourrir et à température constante, à entre 22 ou 23 degrés ou 24. Aujourd'hui, ils vont nous demander, vous avez trouvé où votre corps? Ben là, au bois de Boulogne, là, très bien. Il s'en passe des trucs au bois de Boulogne. Quelle température il faisait aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui, ben, il faisait 18 degrés, hein, il faisait bon, ouais d'accord. Et eux, ils vont les élever. Donc aujourd'hui on est samedi. Demain, ils vont l'élever, leur incubateur il est toujours fixé à 20 degrés de température. Lundi, mardi, mercredi 20 degrés, vendredi, samedi, dimanche prochain 20 degrés, lundi 20 degrés. Au bout de 2 semaines, la mouche va naître. Elle va s'être transformée en chrysalide et elle va naître. Au bout de 14 jours, elle va naître. On sait qu'au bout de 14 jours, ils ont été élevés à 20 degrés de température par jour. Donc 14 fois 2, 280 degrés. On sait que la mouche, elle est née. On connaît les 280 degrés, les derniers 280 degrés. Mais on sait que cette variété de mouche, on sait qu'il lui faut 400 degrés de température, qu'elle emmagasine 400 degrés de température entre le moment où l'œuf a été pondu et où elle sort de sa chrysalide. Donc, on connaît les 280 derniers degrés. Il nous manque combien pour remonter jusqu'à l'œuf? 120 degrés. Et donc, ils vont nous demander, les gendarmes, enfin pas à nous, mais ils vont appeler les stations météo en disant, bon ben d'accord, aujourd'hui il faisait 18 degrés, mais vendredi, hier, combien il faisait? Ah ben il faisait plus frais, hein, parce que le matin il avait plu, en plus il y a eu une orage de grêle et tout ça, donc il faisait plus que 12 degrés. Et avant-hier, ah ben avant-hier c'était 16 degrés. On fait la moyenne entre le matin et l'après-midi. Et on va remonter dans le passé, jour par jour, les degrés de température qui manquent, jusqu'à ce qu'on trouve les 120 degrés qui manquent. Et là, on va savoir que c'était, par exemple, le mardi de la semaine d'avant que l'œuf a été pondu. Ça veut bien dire que l'œuf a été pondu sur ce corps à ce moment-là. C'est intéressant pour un enquêteur de savoir que mardi d'avant,
où la mouche a trouvé le corps pour pondre son œuf. Hein, et ça, c'est la nature. Elle ne rigole pas, elle ne plaisante pas. C'est pas comme un médecin légiste, hein, comme dans les séries télé. Oui, alors, il a été tué jeudi à 22h47. Non, ça marche pas comme ça. Et cette mouche, elle pond dans les... Alors, c'est ça. Donc, il y a différentes escouades. Hein. Il y a différentes escouades d'insectes nécrophages. D'abord des mouches, après des scarabées, et puis après des papillons aussi même. Ça peut remonter sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais ce sont les 3 premières escouades qui intéressent les gendarmes pour élever et retrouver donc les variétés qui sont importantes. Donc il y a la première escouade de mouches. On sait qu'il y a des variétés de mouches qui viennent pondre sur le corps quand il est frais, en fait quand il vient juste de mourir, au bout de quelques heures. Si cette mouche-là trouvait un corps au bout de 2 jours, ça ne l'intéressera pas et ne pondra pas dessus. Une deuxième escouade va venir et elle, il faut qu'elle trouve dans les 48 heures ou 3 jours ou 4 jours. Sinon, si elle trouve le corps mort il y a un quart d'heure, elle ne pond pas dessus. Vous voyez? Donc il y a des variétés de mouches qui viennent pondre pour se nourrir à différents stades de la mort. Et qu'un corps soit dans un appartement ou un bois de Boulogne, c'est... Alors, qu'un corps soit dehors ou en intérieur, vous ne savez pas comment ils font, mais il y a des insectes partout. Des insectes partout, hein, en fait. Sauf si c'est dans des chambres froides qui sont fermées, hermétiques, ou dans des coffres forts, etc. Mais là, d'accord. Mais c'est rare hein, qu'on trouve un corps dans un coffre fort de banque, hein, encore. C'est très fiable. Il a 2 ans, le truc. Alors, effectivement. Alors après, c'est plus compliqué. Hein. Pendant les 3 premières escouades, les gendarmes estiment qu'ils peuvent se tromper d'1 jour par mois de délai, mais c'est très peu, en fait. Hein, oui. Après, sur plusieurs années, c'est compliqué parce qu'il va falloir prendre en compte l'environnement. Après plusieurs mois, il faut aussi prendre en compte l'environnement du terrain autour, hein, c'est-à-dire ce qu'il s'est développé autour des champignons. Toute l'entomofaune, et puis vous savez, quand un corps se dégrade, il y a les chairs qui disparaissent, qui pourrissent, mais il y a aussi la graisse qui va descendre, qui va tomber. Tous ces éléments, ces fluides corporels vont créer autour, surtout quand on est en extérieur dans la végétation, il va falloir prendre en compte tout ça, et c'est là qu'on a besoin des spécialistes. Hein. Pour un noyer au fond de l'étang. Alors pour un noyer au fond de l'étang, il n'y aura pas de mouches, mais il y aura l'entomofaune locale. Les écrevisses, les poissons, il y a quand même du personnel qui va venir se servir sur le corps hein, aussi. Est-ce qu'il y a une scène de crime qui vous a particulièrement marqué? Il y en a beaucoup, hein. Donc une plus qu'une autre, je ne les ai pas classifiées, mais à chaque fois qu'on me pose la question, je réponds toujours une différente que celle dont j'ai parlé avant. Alors je parle même pas des scènes dont on a parlé avant, hein. Le Bataclan, pas le Bataclan, je suis pas allé moi au Bataclan, mais j'étais au Stade de France quand il y a eu les premières explosions, parce que pour la petite anecdote, je suis allé en début d'année, au mois de janvier, à Charlie Hebdo. J'étais coordinateur, donc je sortais avec les équipes de police technique et scientifique. Charlie Hebdo, hyper cachère. 2 mois et demi après, on se retrouve à Seine-les-Alpes. On est 7 de mon service à nous déplacer à Seine-les-Alpes lors du crash d'avion, quand le copilote dépressif a précipité l'avion contre la montagne. Et comme ça s'était plutôt bien passé, la Lufthansa, dont la Germanwings est une filiale, invite plusieurs centaines de personnes, de la mairie de Seine-les-Alpes, des associations locales de sauveteurs en montagne et des policiers et des gendarmes qui ont fait les autopsies et le relevage. Ils invitent tous ces gens-là à un petit cocktail dînatoire chez Luc Besson à la Cité du Cinéma à Saint-Denis. Et après, pour le clou du spectacle, tout le monde est transféré en car jusqu'au Stade de France, au match amical France-Allemagne. Ah. Et à 21h quelque chose, boum, 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 sous nos tribunes, les 3 premières explosions des attentats du 13 novembre ont lieu sous nos tribunes. Donc on se fait extraire et on traverse la 3e scène d'explosion qui a eu lieu. Donc là, on se trouve au milieu d'un corps déchiqueté. Et là, on enchaîne sur toute la nuit. Donc moi, là, je sortirai plus parce que je suis à l'état-major de mon service. Donc je suis chargé avec quelques-uns de mes collègues de mettre en place toutes ces équipes, de savoir qui va où, qui fait quoi, parce qu'on a 6 scènes majeures de scènes de crime là à gérer. Et puis et au Bataclan, il y a 16 lieux dans le Bataclan et dans ses alentours où on est obligé de déployer des équipes. En fait, là, c'est
C'est un chaos total. Mais donc, pour finir, une scène qui m'a le plus marqué, sans parler de celle-là, ouais, il y en a plein, il y en a plein. De toute façon, une scène de crime, c'est toujours horrible et c'est toujours marquant, si vous voulez, quoi. Ce qui est le plus horrible et le plus marquant, finalement, c'est quand on se rend compte jusqu'où la noirceur de l'âme humaine peut aller, hein. C'est celui qui fait ça aussi, qui est marquant aussi. Et souvent, celui-là, il est souvent vivant, encore, et il a souvent d'ailleurs du mal à expliquer. Est-ce que vous intervenez dans les tribunaux ou... Moi, je suis jamais intervenu. Durant ma carrière, jamais j'ai été appelé sur des affaires comme ça. Mais effectivement, dans les tribunaux, lors des assises, hein, souvent les assises, ce sont les avocats qui demandent, ou alors les présidents du jury, ou les magistrats, quoi, qui sont là, qui peuvent demander à ce qu'on appelle tel ou tel spécialiste pour qu'il vienne expliquer à tout le monde de manière claire pourquoi on peut retrouver une empreinte sur tel objet, comment elle a été analysée et pourquoi elle n'a pas pu sortir du fichier, par exemple. Hein. Donc là, bah, vous y allez, vous expliquez la technique, donc vous replongez dans l'affaire pour savoir ce qui s'est passé, parce que souvent ça fait 2, 3 ans, 5 ans que vous l'avez tout oublié. Et donc voilà, et après vous allez expliquer de manière claire. Avant, on n'avait pas droit à ces notes. Maintenant, si, depuis quelque temps, les gens ont droit de prendre des notes et de les lire. Avant, il fallait tout connaître par cœur. Et je vous dis ça parce que c'est une petite anecdote que Anaïs connaît. C'était la même chose à l'époque d'Alphonse Bertillon. Quand il a été convoqué au tribunal pour l'affaire Schaeffer, en 1902, c'était la première affaire qui a été résolue par Bertillon entre des traces de doigts retrouvés sur les lieux d'un crime avec son fichier, avec un individu, Schaeffer, il s'appelait. Et donc, il a dû aller au tribunal, aux assises, pour expliquer comment tout ça s'était passé. Et il n'avait pas droit à ces notes. Et on sait que Bertillon était quelqu'un de très timide, qui avait horreur de prendre la parole en public et tout, et il a eu énormément de mal à s'exprimer et puis à dire ce qui s'était passé. Et là, c'était pareil jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Et là, depuis simplement quelques années, là, une paire d'années, où là, les notes sont autorisées pour les spécialistes, parce que comme ça devient ultra technique et pointu, qu'on puisse lire exactement ce qu'on a fait ou pas. Est-ce que vous avez l'occasion de voir des films qui étaient tirés de Bataclan, notamment un film qui s'appelle Novembre? Non, j'ai pas regardé. Et les séries policières américaines? Alors les séries policières, ça c'est des choses qui nous ont vraiment aidés quand elles sont arrivées au début des années 2000. Moi, je suis rentré en police technique et scientifique en 94. Jusqu'en 2000, j'étais sur le 92. Et à partir du moment où j'arrive sur Paris, eh ben, les séries policières américaines sortent et tout. Et ça attire l'attention du public sur des métiers que personne ne connaissait. On savait pas ce qu'ils faisaient exactement, ce qui s'y passait. Et ces séries-là, oui, ont popularisé ces métiers-là. Donc ça nous a donné encore plus de valeur auprès même de notre hiérarchie, hein, qui nous donnait encore plus de moyens parce que ça marchait bien, etc. Donc c'est très bizarre, hein. Ça a changé le regard du public, mais quand le public, c'est pas grave, hein, c'est normal, ils connaissaient pas. Mais ça a changé le regard de nos collègues aussi. C'est-à-dire que, alors qu'on était formés dans les mêmes écoles qu'eux, on faisait tout comme eux avant, ils ne nous calculaient pas avant, et après 2000, eh ben c'est vrai, hein, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Eh ben vous vous retrouvez dans un endroit à la mode un peu où il faut être, etc. Et c'est très bizarre. Donc c'est ridicule, hein, mais ça s'est passé comme ça là pour le coup. Alors maintenant, depuis 2000, ça fait 25 ans. Enfin, vous voyez, il y a encore quand même plein de gens qui sont intéressés. Hein. Ça intéresse tout le temps. Puis voilà, il y a un petit côté rock'n'roll. Hein, c'est associer l'enquête avec des techniques et puis des analyses et tout. C'est ce qui doit intéresser les gens, je suppose. Et les jeunes, hein, parce qu'il y a énormément de jeunes qui viennent, qui demandent à faire des stages dans ces services-là. Et on n'est jamais en mal de recrutement, hein, là, ça c'est sûr. Hein. Alors que maintenant, même au 36 quai des Orfèvres avant et 36 rue du Bastion, il y a même des brigades centrales et tout qui ont du mal à recruter parce que il y a des métiers, même la police judiciaire n'attire plus comme elle attirait il y a 30 ans ou 20 ans encore. Et il y a beaucoup de métiers qui n'attirent plus, hein. Alors que la police technique et scientifique, alors là, 100% encore. Hein. Un ADN, ça... Dans chacune des cellules, ce noyau-là est très très dur. S'il est conservé dans des conditions optimales, on va pouvoir le garder longtemps.
connaît l'ADN de Ramsès II, hein. On connaît l'ADN des mammouths qu'on a retrouvés dans le permafrost. On connaît l'ADN de Cro-Magnon. L'enquête, vous gardez combien de temps l'ADN? Alors, quand on intervient sur une scène, ça dépend si c'est délictuel ou criminel, parce qu'il y a une date de prescription de l'affaire. Chez vous, vous avez été cambriolé. On va intervenir. On va retrouver une trace de doigt sur la vitre cassée de votre cuisine. On regarde la trace de doigt, on l'analyse, on la rentre dans le fichier. C'est à personne. Il n'y a pas d'auteur à qui ça correspond. Vous, c'est pas la vôtre, on a regardé par rapport à la vôtre, c'est normal, vous habitez là, ça pourrait être la vôtre, mais c'est pas la vôtre. Cette trace-là, on va la rentrer dans le fichier et on va la laisser dans une base des traces non résolues, puisqu'elle n'est à personne du fichier, pendant le temps de la prescription. Comme c'est un cambriolage chez vous, c'est un délit. Et le délit s'est passé de 3 à 5 ans, je crois, maintenant. Hein. 6 ans. C'est 6 ans maintenant. Donc pendant 6 ans, on va garder cette trace-là dans la base des traces non résolues. Et au bout de 6 ans et un jour, eh bien, on va la sortir. Parce que l'enquête n'aura pas retrouvé la personne. Et même s'il vient en disant, ah ben c'est moi qui ai cambriolé chez le monsieur, bah oui, mais on l'a pas retrouvé, on peut plus rien lui faire. Pareil pour l'ADN. C'est pareil pour l'ADN. Le temps de la prescription. En matière criminelle, c'est beaucoup plus long. En plus, maintenant, en matière criminelle, il y a eu tout un tas de catégories et de sous-catégories en fonction si c'est des affaires à caractère sexuel, etc. Hein. Donc maintenant, ça peut monter à partir du moment de la majorité hein, des plaignants, etc. Donc il y a des affaires aussi qui ne sont jamais prescrites. C'est-à-dire que les magistrats, les juges d'instruction ou ceux qui sont en charge de l'enquête, arrivés au bout de la prescription, surtout quand c'est des affaires criminelles, ils vont refaire un acte judiciaire et ça va refaire repartir la prescription pour 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus. C'est-à-dire comme ça, les affaires Grégory, des affaires en cours comme celle du petit Émile dans les Alpes ou des choses comme ça, ça ne sera jamais prescrit tant qu'ils n'auront pas mis la main sur les auteurs. Et une analyse ADN, ça prend combien de temps? Une analyse ADN, ça va très vite, hein. Si c'est propre, si l'ADN n'est pas mélangé, s'il n'y a pas plusieurs individus dans l'ADN et tout, hein, parce qu'après un certain nombre de mélanges d'ADN, c'est compliqué de trier et de savoir qui est qui. Mais si c'est un ADN propre, simple, au bout de quelques heures, là, ça y est, hein, surtout si c'est des affaires criminelles, elles passent en priorité, elles sont analysées tout de suite, hein. La trace de sang retrouvée chez monsieur, son cambriolage, ça va peut-être être fait dans 3 mois. Mais si c'est le crime du Bois de Boulogne, là, ça va être fait tout de suite, là. Et on va appeler la personne de permanence ce week-end pour aller faire le truc. L'ADN familial. Alors, c'est l'ADN en parentèle. La première fois, ce sont les gendarmes qui avaient fait ça. C'est une affaire qui se passe en Picardie. Élodie Kulik. C'est une jeune femme qui rentre chez elle un soir et qui va se faire agresser par 2 individus. C'était il y a combien? Il y a 15 ans ou 20 ans maintenant. Hein. Et donc, elle va se faire agresser par 2 individus. Elle va se faire tuer et ils vont tenter de brûler son corps, de mettre le feu. Et ils partent. Elle avait eu le temps d'appeler les secours et son appel avait été enregistré auprès des pompiers et des secours qu'elle appelait. Il n'y a rien de retrouvé de particulier sur la scène de crime, à part un ADN. Un ADN. Sur un objet qui était autour du brasier, en fait, du feu, où on avait tenté de faire brûler le corps. Les années passent, rien ne se passe de particulier, et là, les gendarmes ont l'idée de faire, comme les anglo-saxons commençaient à faire une recherche en parentèle. C'est-à-dire que l'ADN retrouvé sur le corps ou à la proximité du corps a été rentré plusieurs fois dans la base du fichier des ADN, mais ne sortait jamais. Et donc, ils se sont dit, on va essayer de comparer cet ADN avec d'autres fichiers d'ADN qui pourraient être connus. Et là, ils ont pris des gens qui étaient incarcérés. Et ils ont retrouvé que cet ADN ressemblait en grande partie à l'ADN d'une personne qui était incarcérée. Et c'était le père de l'ADN retrouvé sur les lieux, là, qui était incarcéré. Ils ont fait le rapprochement, et il a dit, oui, mais c'est l'ADN de mon fils, mais mon fils, il est mort. Il était mort dans un accident de la route, quelques années après les faits. Et donc, ils n'ont pas pu, évidemment, rien dire sur le fils. Mais en faisant l'environnement du fils et ses copains, ils avaient l'enregistrement auprès des pompiers et ils ont pu
prendre quelques individus et avec l'analyse de la voix, remonter jusqu'au complice. Donc là, l'ADN en parentèle a servi à remonter quand même jusqu'à la source, hein, même s'il était mort et il était décédé, ils sont passés par le père. Et sinon, il y a un ADN, mais qui n'est pas utilisé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ADN nucléaire, celui du noyau, sur les chromosomes, hein, celui qu'on trouve à l'intérieur du noyau. Parce que sinon, dans la pêche, là, dans le fruit, vous avez la peau et vous avez l'épaisseur de fruit, là, d'épaisseur de chair. Et nous, dans chacune de nos cellules, dans cette épaisseur, c'est où se trouvent les mitochondries. On peut avoir de l'ADN mitochondrial, mais cet ADN-là n'est transmis que par les femmes. Une femme a un ADN mitochondrial A, elle a un fils et une fille, l'ADN mitochondrial du fils sera A, le même que sa mère, celui de la fille sera A, le même que sa mère. Si le fils se marie et a des enfants, eh bien l'ADN mitochondrial de ses enfants, ce sera l'ADN mitochondrial de sa femme et pas celui de sa mère. Alors que la fille, elle, si elle se marie avec un X, peu importe, elle va transmettre toujours son ADN mitochondrial. Donc l'ADN mitochondrial peut être utilisé dans des enquêtes complexes, va intéresser les enquêteurs, mais ça va donner une population générale de femmes dans une famille à rechercher. Mais ça va pas être discriminant. Quand on cherche un ADN, Si vous recherchez sur un support qui est assez large, on sait que l'auteur a forcément pris ce support et l'a touché, l'a déplacé, etc. Donc on va faire des recherches d'ADN et la difficulté c'est qu'on cherche des traces de contact, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Et donc il va falloir avec un coton-tige frotter sur une partie du support, regarder s'il y a de l'ADN dessus. S'il n'y en a pas, il va falloir frotter à côté, en marquant les lieux à chaque fois où on fait les prélèvements, jusqu'à ce qu'on en trouve. mais là on vérifie. Dans le fichier, il n'y a rien. Ouais, Mais le fichier, il est abondé tous les jours, avec les gens qui passent en garde à vue dans les services de police et de gendarmerie. Tous les jours. Alors donc là, on ne trouve rien. Vous avez raison, j'ai compris. On ne trouve rien sur l'objet qui a été déplacé sur la scène de crime. On a trouvé un ADN, on le balance au fichier et on ne trouve rien. On le garde dans la base des traces non résolues. Le temps de la prescription de l'affaire. Bon, on sait que ça va durer plus de 10 ans, c'est un crime, très bien. Là, ce matin, vol de voiture, Jocelyne. Oh. Signalisation, des empreintes ADN, et là, l'ADN, ping, ça match avec celui de la veille qu'on a retrouvé sur le crime. Alors qu'elle n'était pas connue, c'était la première fois. Et là, explication de texte, Jocelyne, pourquoi, où étiez-vous hier, comment expliquez-vous que votre voisine, on l'ait retrouvée tranquillement dans sa cuisine avec le couteau à pain dans le dos. Vous voyez? C'est comme ça. Donc effectivement, des traces non résolues, on ne sait pas à qui elles appartiennent, on les garde dans cette base de traces non résolues, et tous les jours, les empreintes et les ADN nouveaux qui arrivent, puisqu'il y a un seul fichier national, hein, pour les empreintes et l'ADN, que ce soit pour la police ou la gendarmerie, tous les jours, les gens qui sont signalisés dans toutes les gendarmeries et tous les commissariats, toutes les empreintes de ces gens-là arrivent, ou alors ils sont déjà connus et on rajoute leur nouveau passage, et voilà, encore une ligne, ou alors ils sont pas connus, on les garde, ou alors ça tape contre ces bases de traces non résolues et on sait que c'est eux qui ont commis les faits qu'on recherche. Est-ce qu'il y a une collaboration, par exemple, au niveau européen? Alors, pour les coopérations, les échanges d'empreintes, d'ADN, d'identité et tout, de signalement, il y a Interpol, que tout le monde connaît, c'est à Lyon, ils sont basés à Lyon, c'est une association de police, toutes les polices du monde à peu près y participent, hein, il y a 190 ou 12 pays, je crois, quelque chose comme ça. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui payent pas leur cotisation, parce qu'il faut quand même payer une cotisation. Il y a aussi au niveau européen un contrat, un traité qui a été établi entre 27 pays, c'est le traité de Prüm, et ce traité-là fait que les pays européens qui ont la même culture et la même philosophie dans leur protocole, leur recherche et leur système judiciaire, en gros, s'échangent rapidement des informations sur l'ADN, les empreintes et les identités.
Hein. Mais sinon, il y a Interpol. Si vous demandez une fiche de recherche, les empreintes au Venezuela et tout, on n'est pas sûr qu'ils vont nous répondre. Alors donc, les gens qui ont des affinités en commun, les Européens, mais les Asiatiques ont fait la même chose, hein, ils ont des contrats entre eux, l'Afrique ou l'Amérique du Sud aussi, hein, chacun a ses petits groupes WhatsApp, hein, on pourrait dire, mais la grande organisation générale, c'est Interpol.